Mes chers collègues, nous recevons à présent Monsieur Aymeric Morin, directeur général adjoint délégué chargé de l'offre de services de France Travail, accompagné de Monsieur Jean-Pierre Tabeur, directeur des services aux demandeurs d'emploi, et Madame Virginie Betts, c'est bien ça? Excusez-moi, responsable du département dispositifs spécifiques et inclusion par l'emploi au sein de la direction des services aux demandeurs d'emploi. Je vous souhaite la bienvenue. Je rappelle que l'opérateur France Travail, qui a succédé à Pôle emploi à la faveur de la réforme portée par la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, compte parmi ses missions l'accueil, l'information et l'orientation de toutes les personnes dans la recherche d'un emploi, d'une formation, d'un conseil professionnel, d'une aide à la mobilité ou à l'insertion sociale et professionnelle. Également la collecte des offres des entreprises et la mise en relation de ces dernières avec les demandeurs d'emploi, ou encore, et pour s'en tenir là, à l'indemnisation des ayants droit pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et pour le compte de l'État. Madame, Messieurs, je vous remercie de prendre du temps pour répondre à notre sollicitation. Je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes, puis nous procéderons à un échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes qui sont auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Madame, Messieurs, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Je vous propose effectivement un rapide propos liminaire avant d'en venir plus précisément aux questions qui nous ont été transmises. Peut-être d'abord pour rappeler le contexte de l'intervention de l'opérateur France Travail. D'abord, le contexte d'intervention en matière de licenciement économique et puis plus généralement le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Avant, peut-être un mot sur la conjoncture, parce qu'évidemment, elle est importante et je pense qu'elle participe évidemment du contexte du lancement de cette mission. Et je pensais utile de partager, je sais que vous avez reçu le DARES, auditionné le directeur de la DARES, mais il était à mon sens important de revenir un tout petit peu sur aussi notre lecture de la conjoncture. Vous l'avez souligné dans le questionnaire, on a effectivement un contexte marqué par une dégradation de la conjoncture, une hausse des défaillances d'entreprises et une hausse des inscriptions à France Travail pour les motifs de licenciement économique. On pourrait y venir plus dans le détail. Effectivement, sur les 2 dernières années, on a une hausse assez marquée avec plus 48 000 inscriptions pour ce motif. Mais quand même rappeler que le contexte est assez ambivalent et encore relativement incertain dans sa lecture, puisqu'on reste à une époque où on est sur des taux de chômage, des niveaux de taux de chômage qui sont parmi les plus bas des 40 dernières années, autour de 7,6, 7,8 selon les prévisions de l'INSEE et de la Banque de France, et des niveaux de tension de recrutement, de difficultés de recrutement anticipées par les entreprises qui restent élevés. Donc je pense que c'était autour de 57%. Où, nous allons publier dans les prochains jours une nouvelle enquête sur les besoins en main-d'œuvre des entreprises. Mais je pense que c'était intéressant de commencer aussi ce propos par souligner ce contexte qui reste aujourd'hui marqué effectivement par une dégradation, mais encore modérée, et donc qui pose la question effectivement de l'avenir, de la capacité demain à pouvoir anticiper effectivement l'évolution de la situation économique qui reste encore difficile à anticiper. Si effectivement on en revient maintenant au contexte d'intervention de France Travail, je pense qu'il est important de rappeler qu'on est sur un dispositif assez particulier puisque notre intervention est avant tout centrée en matière de PSE autour du contrat de sécurisation professionnelle, qui est un dispositif conventionnel, donc qui, pardon, je vais m'approcher du micro, qui est un dispositif donc, qui a été négocié par les partenaires sociaux, conçu par les partenaires sociaux il y a plus d'une dizaine d'années, je crois que c'était 2011 de mémoire, qui est depuis lors fait toujours l'objet de conventions, qui a encore fait l'objet d'un avenant en fin 2024 avec une prolongation jusqu'à décembre 2025. Et donc c'est une convention qui définit les modalités du contrat de sécurisation professionnelle, donc qui vient
définir à la fois son contenu, ses conditions d'octroi et ses modalités de déroulement. Donc c'est, je pense, un point important, c'est que là où l'action de France Travail, notre offre de service, est la plupart du temps encadrée par des objectifs et des indicateurs posés par l'État et les partenaires sociaux. Ici, on est sur un dispositif plus spécifique où l'intervention est d'autant plus encadrée qu'elle est définie par donc, une convention. Et donc, nous sommes vraiment dans l'exécution des dispositions, des stipulations de cette convention. Vous dire aussi, en termes d'intervention, que bien sûr, l'intervention de France Travail est un acteur parmi de nombreux autres dans le cadre de l'accompagnement des mutations économiques. Je pense que c'est un élément essentiel. D'une part, il faut le rappeler, puisque les entreprises de plus de 1000 salariés sont soumises par le Code du travail au congé de reclassement, et donc n'entrent pas dans ce cadre-là dans le cadre du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle. Donc que ce soit sur, effectivement, évidemment, notre marge d'intervention, mais aussi de dire que, y compris quand nous intervenons, on intervient évidemment en articulation avec l'employeur, qui reste l'acteur évidemment en premier lieu chargé d'accompagner ses salariés, que ce soit pour trouver des reclassements internes ou externes. Évidemment, l'État qui, via notamment le réseau des DRETS, valide ou homologue les plans de sauvegarde de l'emploi, peut déclencher la mise en place d'une cellule d'accompagnement à la sécurisation professionnelle, une CASP, qui est préalable au CSP, a de même la compétence pour déclencher un plan grand licenciement, on pourrait y revenir, qui vise donc à coordonner l'action sur les plans de licenciement les plus importants. Donc évidemment, l'État est un acteur absolument clé dans la manière dont France Travail va pouvoir intervenir. Et puis enfin, on a évidemment le contexte un peu particulier des RJLJ, le rôle des administrateurs des administrateurs et également l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le déroulement des PSE et dans l'accompagnement. Et donc effectivement, il faut, je pense, vraiment replacer l'intervention de France Travail dans cet écosystème. Et c'est d'ailleurs un des enjeux qui sont clés, c'est de pouvoir vraiment articuler l'intervention de ces différents acteurs. Peut-être vous dire aussi... je pense un point important, c'est que ce dispositif du CSP, comme on l'a dit, est défini par cette convention, et donc il n'a pas fait l'objet d'évolution récemment, notamment dans le contexte de la réforme introduite par la loi pour le plein emploi et de la réforme autour de la transformation de l'opérateur Pôle emploi en France Travail. Donc on est, il faut le dire, sur un dispositif qui effectivement est resté jusqu'à présent en marge de cette transformation. Pour autant, une négociation est à venir, puisque le dispositif, la Convention prévoit son application jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc il y a bien renégociation, mais donc ça pourrait être effectivement, je pense, un moment important pour envisager d'éventuelles adaptations du dispositif. Pour le reste, c'est quand même un dispositif, il faut le dire, qui vraiment fait écho à un certain nombre de transformations qui sont plus généralement mises en œuvre dans le cadre de la réforme France Travail, puisqu'on y viendra dans la description plus précise du dispositif, mais c'est un dispositif qui repose sur une logique d'aller vers, de proposer à l'ensemble des salariés de manière proactive, avec la meilleure information, cet accompagnement. C'est un accompagnement qui se veut intensif, qui se veut limité dans le temps, puisqu'il a une durée de 12 mois notamment, et c'est un dispositif qui se veut vraiment intégrer l'ensemble des leviers les plus efficaces pour le retour à l'emploi. Donc, à ce titre-là, je pense que y a pas de, ça s'intègre bien dans les priorités par France Travail, mais effectivement, on est sur un dispositif qui effectivement a sa vie propre. Si on en vient effectivement maintenant sur le dispositif lui-même, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de 10 ans d'expérience derrière nous, parce que j'imagine à peu près 2 millions, on pourra revenir le chiffre précis, mais environ 2 millions de salariés qui ont bénéficié de ce dispositif d'accompagnement. Un dispositif qui marque plutôt des bons résultats, on pourrait y venir sur le taux d'accès à l'emploi, parce qu'on sait que si on regarde le taux d'accès à l'emploi, à partir de 9 mois, on voit qu'il dépasse le taux d'accès à l'emploi du tout public.
donc y compris sur des publics qui sont dans des situations souvent plus favorables vis-à-vis de l'emploi, notamment au regard de la dynamique des bassins de vie, et qui marque notamment aussi de très bons résultats sur le taux d'insertion durable dans l'emploi, donc c'est-à-dire sur des contrats plus longs, CD de plus de 6 mois, CDI, où effectivement le taux d'accès à l'emploi durable, là aussi on pourra y revenir, est sensiblement supérieur, même largement supérieur à ce qu'on peut connaître sur des dispositifs d'accompagnement plus classiques, à hauteur de à peu près 10 points d'écart. Vous dire que ce dispositif également peut être complété par une action plus spécifique de France Travail quand les situations le nécessitent. On en a eu, j'évoquais la mise en place d'une CASP, donc qui est préalable au CSP, la mise en place du dispositif du plan de grand licenciement, donc qui vise à articuler l'ensemble des acteurs au niveau national. Mais on peut évoquer aussi certains PSE qui, en raison de leurs caractéristiques, nécessitent une action, une coordination renforcée de France Travail. On a notamment eu récemment le cas de l'entreprise Millet, qui était donc sur la distribution directe et qui était caractérisée par un très grand nombre finalement de salariés assez autonomes qui avaient cette activité en complément d'une autre activité et qui était largement éclatée sur tout le territoire. Et donc dans ce cadre-là, France Travail a mis en place une action particulièrement renforcée, que ce soit en termes de coordination de l'ensemble des acteurs via une task force, que ce soit dans des marches d'aller vers pour aller encore plus fortement présenter le dispositif aux salariés, que ce soit sur des traitements de demandes d'indemnisation raccourcis compte tenu de la situation financière de ces publics. Et donc on pourra y venir, mais effectivement il nous arrive aussi d'adapter le dispositif au regard des spécificités de la situation. Et puis vous dire également que l'action de France Travail en matière de prévention des difficultés économiques peut, au-delà du CSP et de l'accompagnement pour l'ensemble des chercheurs d'emploi, prendre des formes deux axes importants. Le premier, c'est une anticipation, on va dire, pas à chaud, mais plutôt à tiède des difficultés. C'est le cas du plan auto, qui a consisté à ce qu'on puisse mettre, dans le cadre d'un cofinancement entre l'État et les acteurs de la filière, les entreprises de la filière, des dispositifs encore renforcés d'accompagnement, de formation et d'indemnisation des publics, et puis une anticipation plus à froid des besoins en compétences des territoires, pour là aussi être dans une logique de prévention, où France Travail renforce sa capacité à anticiper l'évolution en besoin de compétences des métiers, que ce soit des entreprises, mais aussi au regard des demandeurs d'emploi qui sont sur le territoire, pour pouvoir adresser avec les autres acteurs du réseau pour l'emploi, les conseils régionaux évidemment, mais les autres opérateurs, anticiper les besoins en compétences, acheter les formations qui permettent le mieux possible de travailler sur ces besoins en compétences, et pouvoir assurer des événements, que ce soit sur des job dating, sur des événements sur l'attractivité des métiers, pouvoir aiguiller les demandeurs d'emploi sur justement ces besoins en compétences anticipés. Vous dire enfin concernant finalement nos axes de travail sur lesquels on pense qu'on peut encore renforcer notre action. C'était un des points qui figurait dans le rapport de Thibaut Guilluy, alors préfigurateur de France Travail. C'est vraiment la question de l'intervention précoce de France Travail. C'est évidemment un enjeu. Alors aujourd'hui, dans les territoires, ça se fait régulièrement, des contacts entre les services de l'État, les services de France Travail pour anticiper notre intervention, mais c'est probablement un point sur lequel on peut aller encore un peu plus loin. Le rapport de Thibaut Guilluy évoquait l'idée proposer le fait que, un petit peu sur le modèle de ce qui se fait en Allemagne, on puisse anticiper les fins de contrat de travail, et donc pas uniquement dans le cadre du CSP, mais plus largement pour pouvoir assurer une intervention plus précoce de France Travail. Donc c'est évidemment une piste qu'on pourrait, je pense, creuser à terme, au regard évidemment des moyens de l'opérateur pour ce faire, mais c'est évidemment une piste qui est devant nous. Et puis, de manière
à plus court terme, évidemment réfléchir à comment assurer une meilleure articulation des services de l'État et de France Travail dans l'anticipation des difficultés économiques et dans la phase de homologation, validation des PSE. C'est évidemment un enjeu que vous avez posé dans le questionnaire et sur lequel on sera tout à fait ravi de répondre et de présenter un petit peu notre analyse du sujet. Voilà, ces quelques mots d'introduction pour vous présenter globalement notre intervention sur ce sujet. Et bien sûr, je suis à disposition pour répondre plus précisément aux questions que vous nous avez transmises dans le cadre du questionnaire. Comment vous voulez fonctionner? Est-ce qu'on va directement dans les questions-réponses ou est-ce que M. Taber ou Mme Metz ont des propos complémentaires à apporter à votre intervention? On peut aller directement aux questions, si on veut bien, oui. Je transmets la parole à Monsieur le rapporteur par rapport aux questions qu'il souhaiterait poser. Alors, bon, sauf si vous souhaitez procéder dans l'ordre dans lequel elles ont été établies, mais moi j'avais surtout, peut-être, désolé, partir dans le désordre, partir de la fin, savoir si vous disposiez d'une première série de données concernant les inscriptions à France Travail résultant d'un licenciement économique, d'un PSE ou d'une rupture conventionnelle au premier trimestre 2025, ainsi que des prévisions sur le reste de l'année, parce que ça éclairera évidemment nos travaux et nos réflexions. Peut-être première question. L'occasion de revenir après sur d'autres. Oui, monsieur. Non, alors on n'a pas de données sur le premier trimestre à ce jour. D'ailleurs, les données qu'on pourra vous partager sur le dernier trimestre 2024 sont encore prévisionnelles puisqu'il y a des corrections à apporter pour éviter des doublons de comptes dans les inscriptions. L'inscription étant un acte de gestion il peut être corrigé suite au travail fait par les conseillers, notamment la personne qui s'inscrit peut déclarer un motif qui s'avère ne pas être le bon, en fait, puisque c'est du déclaratif. Donc il y a ce travail qui est en cours. Et France Travail n'a pas vocation, sur ce sujet-là, à faire de la prospective. Donc on n'a pas de données complémentaires à vous fournir. C'était la question. On avait le moins de réponses, en fait. Merci d'avoir démarré par celle-ci. Je vais faire un effort, et donc peut-être dans ce cas-là, commencer par le commencement, ce sera plus simple. Et je m'excuse d'ailleurs d'avoir commencé par la fin, d'avoir perturbé un peu la conduite de cette discussion. Mais dans ce cas-là, peut-être revenir sur l'évolution des inscriptions depuis 2013, et notamment en distinguant les différents motifs d'inscription. Et selon vous, les faits marquants, comment vous pouvez un peu caractériser ces évolutions sur cette période-là? Avec plaisir. Depuis 2013, alors on vous fournira bien sûr un tableau détaillé avec l'ensemble des données et je vous propose une analyse de ces données à l'oral. Peut-être déjà pour situer le sujet du volume global des inscriptions à France Travail, et bien avoir en tête le fait que c'est un acte de gestion et que derrière une inscription, sur une année pleine, on peut avoir plusieurs personnes qui se réinscrivent plusieurs fois. Alors attention aux traductions qui peuvent être faites en nombre de personnes qui ne seraient pas justes au regard des données que je vais vous donner. Sur 10 ans, donc si on remonte jusqu'entre 2013 et 2024, le nombre global d'inscriptions recensées à France Travail s'échelonne entre 4,6 millions et 5,1 millions selon les années. Le plus haut niveau était en 2015 avec 5,1 millions d'inscriptions et le plus bas niveau en 2013 avec 4,6 millions d'inscriptions. Sur la dernière année 2024, on est à 5 millions. Donc une variation assez faible en fait du nombre d'inscriptions, mais qui est également lié à l'élargissement des missions de France Travail, et notamment sur la dernière année, des tests réalisés en préfiguration de la réforme liée au plein emploi avec des territoires où nous avons inscrit de manière automatique des jeunes gens de moins de 26 ans, des bénéficiaires du RSA, qui viennent renforcer le nombre de ces inscriptions. Donc il y aura mécaniquement vocation, là je vous fais une prospective facile à faire, à augmenter fortement dans l'année qui vient au regard de la loi plein emploi. Sur ces inscriptions, quand on regarde plus précisément le motif lié au licenciement économique, sur l'échelle aussi sur ces 10 ans, on est entre le plus petit nombre, c'est 113 299 personnes, pardon pour la précision, en 2022, ça c'est le volume le plus faible d'inscriptions recensées, et le volume le plus élevé en 2013, 196 957 personnes. Donc vous voyez que là aussi, l'échelle, en fait, chaque année, vous le verrez dans le tableau, on oscille selon les années, 180 000, 173 000, 162 000, 143 000.
Voilà, le plus bas étant 113 000, mais la variation est relativement faible. Je parle du chiffre macro, je ne parle pas évidemment de l'impact pour les personnes. Le chiffre macro regarde d'autres motifs d'inscription qui sont aussi un fait marquant. Par l'augmentation régulière depuis 2013 des inscriptions au motif de rupture conventionnelle. On est passé en 10 ans de 285 816 en 2013 à 474 283 en 2024. Vous voyez une fluctuation plus forte. Et l'augmentation aussi importante, notamment ces dernières années, des démissions, c'est-à-dire de motifs d'inscription suite à démission. Là, le chiffre a doublé en 10 ans, de 160 974 en 2013 à 322 879 en 2024. Alors, sur la part des motifs d'inscription pour licenciement économique, vous le verrez, en fonction des années, on est entre 2,3 et 4,2% du total des inscriptions de l'année. Donc ça reste un des motifs le plus faible. En volume, le motif le plus important, là c'est aussi mécanique, c'est organisationnel, d'inscription à France Travail, ça ne vous étonnera pas, ce sont les fins de CDD d'intérim au regard de la récurrence d'inscription dans l'année et le propos introductif que je vous ai donné. Là, on est entre 1 600 000 et 1 500 000 par an. Peut-être souligner, reprendre le point qu'Aymeric a indiqué, qu'on a connu l'année la plus faible des inscriptions en termes de motifs pour licenciement économique en 2022, mais depuis 2022, on observe une augmentation. On est passé à 135 765 en 2023 et 161 000 en 2024, donc sur 2 ans, plus 48 000, sans revenir aux niveaux les plus élevés qu'on a pu connaître début 2010, enfin début des années 2010. Voilà pour peut-être les éléments que je peux vous partager sur cette première question. Si vous pouvez couper votre micro, M. Tabeur, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Il nous serait utile peut-être que vous précisiez, si vous le pouvez, évidemment, le profil de ces demandeurs d'emploi inscrits à France Travail à la suite d'un licenciement économique, leur répartition par secteur d'activité, par région, par âge, par genre, par catégorie socio-professionnelle notamment. Oui, très bien. Là aussi, nous fournirons un tableau qui détaille l'ensemble de ces caractéristiques. Et pour les faits les plus marquants, peut-être en écart des profils des personnes inscrites pour motif licenciement économique au regard des autres motifs d'inscription, on observe une surreprésentation des hommes, plus 4,8 points, une surreprésentation des seniors. Alors, quand on dit seniors dans la catégorie statistique, c'est 50 ans et plus, de plus 15,5 points, c'est assez notable, et inversement, en corollaire, une plus faible représentation des plus jeunes, des moins de 25 ans, avec moins 17,7 points. Ça, c'est pour les aspects genre et âge. Sur les secteurs les plus marquants, alors en proportion, les secteurs que l'on retrouve en premier lieu, c'est le support à l'entreprise, qui pèse 20,6% dans l'ensemble des inscriptions pour motif licenciement économique. Ensuite, on retrouve le commerce, la vente et la grande distribution, à hauteur de 16%. On descend ensuite à 11,7% pour le secteur de la construction et du BTP. Et l'ensemble des autres secteurs sont en dessous de 10%, avec peut-être vraiment très proche de 10%, le service à la personne et à la collectivité, 9,8%. Pardon, et j'ai oublié le transport logistique, 10,4%. Donc là, on a les secteurs les plus concernés. Alors, il faut le rapprocher aussi au poids, évidemment, des salariés dans ces secteurs. Et on se retrouve assez aussi par rapport aux tailles de ces secteurs-là. Comme pour le genre et pour l'âge, sur l'écart par rapport aux autres profils, là où c'est assez marqué, on a 7,9 points de différence pour le support à l'entreprise. Donc, pour reprendre un pourcentage de 16,9 points supérieur pour motif licenciement économique dans ce secteur spécifique. Pour le BTP, plus 3,9 points, simplement marqué. Et en revanche, pour le service à la personne, là, moins 7,7 points. C'est-à-dire qu'on a proportionnellement moins de personnes issues de ces secteurs qui sont licenciées pour motif économique versus les autres motifs. Alors, sur la qualification, alors sur le niveau de diplôme, j'ai distingué vraiment aucune différence sensible. C'est en général des écarts de moins d'un point et c'est très réparti. Vous voyez, alors sans diplôme, la part, c'est 20,6%, CAP-EBP, 22%, enfin 21,9%, bac, 20,2%,
Bac plus 2, 14,2 et Bac plus 3 et plus, 23,1. Et par rapport aux autres entrées, on a des écarts. Le maximum, c'est Bac plus 3 et plus avec moins de 3 points. C'est une répartition assez proche. Peut-être plus intéressant sur le niveau de qualification. Là, on voit que, à nouveau, en écart par rapport aux motifs, aux inscriptions totales, les employés non qualifiés sont sous-représentés dans les motifs licenciement économique de moins 14,4 points. En revanche, les techniciens, agents de maîtrise et les cadres sont surreprésentés. Les techniciens, agents de maîtrise, plus 5,4 points. Et les cadres, plus 9,1 points. Sans doute, en termes d'analyse, assez lié aux autres ruptures, dont les cadres sont, par exemple, moins représentés dans d'autres types de ruptures. Et donc, la part dans les licenciements économiques est mécaniquement plus importante. Je demande l'autorisation au président. Est-ce que vous pourriez nous présenter les dispositifs d'accompagnement et d'indemnisation destinés aux salariés licenciés économiquement, notamment dans le cadre d'un PSE, et préciser en quoi ils se distinguent des dispositifs prévus pour les autres types de ruptures de contrat de travail? Avec plaisir. En complément du propos liminaire de M. Aymeric Morin, peut-être insister sur le contrat de sécurisation professionnelle. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. L'objectif, c'est bien sûr le retour rapide et un emploi durable. On entend par emploi durable le CDI, le CDD de plus de 6 mois ou encore la création, la reprise d'une entreprise. C'est un dispositif qui est prévu, donc qui est intensif et qui est prévu sur 12 mois, qui permet de bénéficier d'un accompagnement renforcé, comme le précisait Aymeric tout à l'heure, et personnalisé par des professionnels dédiés. L'allocation est particulièrement intéressante puisque cela revient à une allocation donc, de sécurisation professionnelle dont le montant est la plupart du temps plus avantageux que celui de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, et équivalent au salaire net à la condition d'avoir au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise qui procède au licenciement économique. Des aides spécifiques existent aussi, l'indemnité différentielle de reclassement qui consiste à compenser un salaire perdu au moment de l'entrée en CSP sur une période de 12 mois, et également la prime de reclassement en cas de reprise d'emploi. La protection sociale sans cotisation supplémentaire. C'est le système le plus avantageux, c'est le dispositif le plus avantageux parmi nos dispositifs France Travail. Ce que l'on peut citer, donc au-delà de l'accompagnement renforcé, de l'accès aux formations, comme le précisait aussi tout à l'heure Aymeric, sans délai d'attente ni différé. Le seul point en écart serait l'abandon de l'indemnité de préavis, largement compensé par les autres aides mises en place. À souligner aussi, en complément du taux d'accès à l'emploi, la satisfaction des bénéficiaires sur les répondants qui ont bénéficié de la dernière enquête trimestrielle réalisée par l'Ipsos en janvier 2025. Nous avons 85% des répondants qui estiment que les informations relatives au dispositif et les explications fournies étaient claires et qu'elles étaient suffisantes pour 86% d'entre eux. Sur la satisfaction relative à la qualité de l'accompagnement, on a 85% des répondants qui se disent globalement satisfaits du suivi dont ils bénéficient dans le cadre de ce contrat de sécurisation professionnelle et 92% des répondants qui se disent globalement satisfaits de la qualité des échanges avec leurs conseillers et 94% sur la disponibilité de leurs conseillers. Et on a 87% des répondants qui sont satisfaits du traitement de leur dossier d'indemnisation, donc prise en compte des éléments et premier versement. Merci beaucoup. Il ressort du baromètre de la perception du chômage et de l'emploi réalisé par l'UNEDIC et l'Institut ELAM que les Français auraient une connaissance partielle des situations ouvrant droit au chômage et à leurs propres droits. Quelle analyse faites-vous à ce sujet? Pouvez-vous dire de la situation particulière des licenciés économiques, notamment dans le cadre d'un PSE? Peut-être en avant-propos rappeler que nous avons vérifié avant de venir que l'ensemble des informations et la réglementation de l'assurance chômage est consultable directement sur nos sites avec des outils de simulation de calcul,
des droits permettant de faire le choix entre les différents dispositifs, puisqu'on verra après dans une autre question, le contrat de sécurisation professionnelle est proposé par l'employeur, et donc c'est au choix du salarié. Donc pour éclairer son choix, on a ces dispositifs qui existent déjà en accès libre, avec de nombreuses ressources pédagogiques, des vidéos explicatives, notamment produites par l'UNEDIC, qui ont fait de très bonne qualité pour expliquer l'ensemble des dispositifs, y compris les dispositifs liés qu'on n'a pas évoqués là, mais enfin, le principe d'un PSE, le principe d'un congé de reclassement. Alors après, évidemment, ça ne suffit pas. On a des éléments qui sont clairement posés. Premièrement, l'obligation pour l'employeur de proposer le CSP dans les cas d'éligibilité qu'on a indiqués, avec, en cas de défaut, une pénalité, une contribution spécifique qui est recueillie par France Travail, mais j'y reviendrai après. Donc l'employeur a obligation légale de proposer à chaque salarié dont il envisage le licenciement économique le bénéfice de cet accompagnement spécifique, le contrat de sécurisation professionnelle, dès lors qu'il ne fait pas partie des employeurs tenus de proposer un congé de reclassement, donc les plus de 1000 salariés évoqués. En cas de non-respect, l'employeur sera redevable d'une contribution spécifique qui est égale à 2 mois de salaire brut, qui est versé à l'UNEDIC et recueilli d'ailleurs par notre établissement particulier qui s'appelle France Travail Service, qui s'occupe de cette charge. Lors de l'inscription, évidemment, il y a une sorte de voiture-balai, le terme n'est pas très joli, mais nous avons la capacité, nos conseillers et conseillères ont la capacité d'identifier que, évidemment, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas été proposé alors que la personne était éligible. Donc là, le conseiller propose, dans ce cas-là, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Nous avons ce devoir de sécurisation de la proposition. Et dans ce cas, si le salarié accepte, la contribution de l'entreprise qui a été défaillante en la matière passe à 3 mois de salaire brut à verser en contribution. Dans des cas plus collectifs, et là aussi, en général, avec l'accord, la collaboration de l'entreprise et des services RH qui sont encore présents, on organise ce qu'on appelle des informations collectives, donc souvent au sein de l'entreprise même. Selon les situations sociales, ça peut se faire dans les agences France Travail ou chez un partenaire, sur un territoire, voilà, voire en distanciel, dans le cas très spécifique de Millet avec des salariés, mais on n'a jamais eu un cas comme celui-là. Un très grand nombre de salariés répartis sur près de 10 000 communes différentes de France entière. Vous voyez le type de personnel qu'ils avaient, des distributeurs de prospectus dans les boîtes aux lettres qu'on connaît tous, extrêmement répartis, sans capacité interne à l'entreprise d'information globale, avec des représentants du personnel dans l'incapacité aussi de porter le message. Là, on a proposé des webinaires, des services à distance. Vous voyez, on s'est adapté pour l'information préalable au contexte de l'entreprise. Mais en général, ça se fait sous forme d'information collective, en présentiel, avec les collaborateurs de France Rec qui sont présents. Et lorsque ces informations ne sont pas suffisantes, bien sûr, on les délivre aussi au téléphone via le 3949 ou directement en agence de proximité si la personne se présente dans un de nos sites France entière. Voilà globalement pour la manière dont on répond à ce besoin d'information avec ce système d'aller vers également qu'a évoqué Aymeric, considérant que l'information globale peut être défaillante. Et on a cette mission de sécuriser à l'entrée pour éviter qu'on ait un bénéficiaire qui aurait basculé sur le régime général sans savoir qu'il avait le droit au CSP. C'est une de nos missions fondamentales. Vous avez fait au début de votre propos vous-même transition avec la question suivante. Je vous en félicite, je vous en remercie en tout cas. Les licenciés économiques, notamment dans le cadre de PSE, bénéficiant d'un contrat de sécurisation professionnelle, vous en avez parlé, apparaissent dans les statistiques du chômage en catégorie D, en tant que stagiaire de la formation professionnelle, et non dans les catégories A, B ou C, regroupant les demandeurs d'emploi, tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi. Pensez-vous que cette classification pourrait fausser la réalité statistique des licenciements économiques ? Si vous me permettez, ça c'est la question existentielle que l'on a chaque année sur toutes les catégories, qui évidemment nourrit des analyses qui peuvent être des fois des analyses partisanes, mais enfin, c'est pas à nous d'en juger.
En tout cas, peut-être le point important, c'est de vous rappeler que cette classification, on n'est pas une invention de France Travail, hein, elle a été prévue dans la convention CSP qui est signée par les partenaires sociaux, et la dernière en date de 2015. Pourquoi dernière en date 2015 ? Chaque année, en fait, depuis 2015, elle est renouvelée, prorogée dans les mêmes termes. D'où ça vient ? Alors, ça date des années 2000, je vais faire l'ancien. Avec CSP est on va dire une prolongation, en tout cas une évolution de deux dispositifs qui existaient, un national, un plus territorial, le CTP, alors contrat de transition professionnelle, et le CRP, contrat congé de reconversion professionnelle ou contrat de reconversion professionnelle, qui avait une dimension à l'époque prédominante sur l'aspect de la reconversion et de la transition professionnelle, et donc assortie en grande majorité de dispositifs de formation. C'est sans doute ce qui a motivé les partenaires sociaux et puis l'État à l'époque pour ce classement, en sachant qu'aujourd'hui, ça perd un peu de son sens, il me semble. C'est vrai que dans la lisibilité pour le grand public, mais au-delà même de cette situation-là, les catégories sont toujours quelque chose d'assez complexe. En revanche, pour les économistes, pour les professionnels, l'ensemble des données sont disponibles. La DARES fournit sur son site internet des données trimestrielles en accès libre, pu vérifier hier, permettant d'analyser précisément les dispositifs publics d'accompagnement des restructurations. Donc je me permettrai une réponse en deux temps. Peut fausser la réalité statistique ? Non, chacun peut y accéder. Peut nuire à une bonne interprétation simple des données en l'occurrence, oui, sans doute. Oui. L'évolution des catégories et de l'inscription, c'est quelque chose qui est travaillé donc avec la commission nationale de la statistique, la CNIS. Vous le savez, dans le cadre de France Travail, on a eu la création de nouvelles catégories avec la mise en œuvre de la loi au 1er janvier. Donc voilà, il faut aussi avoir en tête qu'on vient de faire évoluer les catégories, on a inscrit à peu près 1 million de demandeurs d'emploi depuis le 1er janvier 2025, entre donc l'ensemble des personnes qui sollicitent le bénéfice du revenu de solidarité active et l'ensemble des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement. Donc voilà, donc c'est avoir en tête effectivement qu'on est quand même dans un contexte d'instabilité. Donc voilà, au regard de cette question, il nous semblerait effectivement tout à fait fondé de pouvoir questionner cette inscription en catégorie 4, mais voilà, il faudra évidemment prendre le temps de consulter, de recueillir l'avis de la CNIS, de peut-être aussi laisser passer un tout petit peu de temps pour que les gens se repèrent avec les nouvelles, enfin l'ensemble des acteurs de la statistique et les économistes se repèrent bien avec les nouvelles catégories, les 9 et 10 notamment, voilà, pour aussi assurer qu'on ne perturbe, enfin voilà, que les changements sont appréhendés à un rythme soutenable par les acteurs. Peut-être rappeler que les catégories, en l'occurrence, je vais un peu au-delà, sont quand même des catégories de gestion, en fait. Et les données qu'on peut en tirer sont des données opérationnelles. Au sein, vous savez, de l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits à France Travail, on a une bonne partie de personnes qui alternent des situations d'activité. On a des personnes qui viennent de retrouver un contrat à durée indéterminée qui, pour autant, restent inscrits dans le temps de leur période d'essai. Voilà, donc on a des catégories de gestion qui nous permettent, nous, de proposer un service adapté aux situations. Et donc c'est un classement très opérationnel. C'est pour cette raison que la ministre du Travail, il y a quelques années, avait plutôt mis en avant le taux de chômage, qui n'est pas calculé à partir de ces données, de ces catégories, qui est calculé via l'enquête INSEE, et qui est plus proche des règles internationales en matière de comparaison de taux de chômage. Voilà. Mais c'est vrai que ce sont des nuances souvent pour les experts, et on comprend bien que pour l'opinion publique, c'est un sujet. Merci à vous. Une dernière, cette fois c'est vraiment la dernière, à la fin de la liste, et je n'inverse plus l'ordre comme tout à l'heure. Est-ce que vous estimeriez pertinent d'associer France Travail à l'analyse des PSE pour renforcer les synergies entre les différents acteurs d'un même bassin d'emploi ? Là-dessus, comme je vous le disais en introduction, on a un vrai enjeu à renforcer notre coopération avec les services de l'État. Ensuite, il faut voir qu'est-ce qu'on veut dire par intégrer France Travail à l'analyse qu'est-ce qu'on appelle l'analyse des PSE.
C'est-à-dire qu'un PSE, si vous prenez le livre 1, le livre 2, on est sur des mesures assez techniques, assez précises, qui ont largement des enjeux autour de dispositifs qui dépassent, on va dire, la seule insertion professionnelle, l'accompagnement à l'emploi des personnes concernées. Et donc, je ne pense pas que France Travail ait vocation à, entre guillemets, doublonner ou avoir un avis sur l'ensemble de l'analyse du PSE. C'est une compétence maintenant bien installée des DREDS depuis la loi sécurisation de l'emploi, qui a permis de baisser la conflictualité, stabiliser la jurisprudence du juge administratif. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui, le processus d'homologation-validation des PSE. Donc je ne suis pas sûr qu'on ait une plus-value, nous, sur cet aspect analyse. En revanche, qui est dans les territoires des coopérations renforcées pour anticiper un PSE à venir, parce que souvent il y a d'ailleurs des liens entre une entreprise et les services de l'État en anticipation de ces mutations économiques. Ça, c'est quelque chose qu'il faut renforcer. Aussi renforcer l'anticipation sur les volumes de personnes concernées entre du reclassement interne et du reclassement externe. Évidemment, ça, c'est des données qui peuvent être intéressantes. D'ailleurs, plus largement, on travaille, par exemple, France Travail, on s'est rapproché de Business France, pour anticiper évidemment les implantations d'entreprises, mais en ce moment on est étrangères, mais en ce moment on est plutôt sur anticiper les possibles départs d'entreprises étrangères, possibles décrutements, ce qu'on appelle décrutement dans les territoires. Donc à ce titre-là, effectivement, nous associer, partager de manière plus structurée l'information. Voilà, on y est tout à fait favorable. Ensuite, effectivement, rentrer dans l'analyse détaillée et concrète du PSE, là, je pense que c'est plutôt un système qui fonctionne bien et sur lequel on n'aurait pas forcément de valeur ajoutée. Et ce type de coopération renforcée que vous appelez de vos voeux, il n'y a pas des endroits où, d'une certaine manière, il serait expérimenté déjà à l'œuvre, où voilà, on aurait un peu mieux, un peu plus qu'ailleurs dans certains territoires. Voilà, vous n'avez pas des situations qui pourraient être utiles que nous observions de près? Si alors on pourra, je pense effectivement, là j'en ai pas forcément en tête, mais vous donner des exemples des situations de coopération, ça fonctionne bien. Je pense qu'effectivement on a des diversités de situations, d'une part géographique. Je pense que ça dépend de plusieurs phénomènes, parce que ça dépend de la part évidemment des PSE dans les territoires. On sait que l'Île-de-France est une région particulièrement active en la matière, donc je pense que les coopérations peuvent être peut-être plus structurées parce qu'il y a une plus forte récurrence. Et ensuite, ça va évidemment dépendre de le deuxième enjeu clé, c'est la relation interpersonnelle aussi qui peut se créer, puisqu'on sait qu'évidemment c'est des binômes dans ce cadre-là. Et puis troisième enjeu, c'est la relation avec l'entreprise, parce que évidemment certaines entreprises sont très attentives, notamment quand on est dans des logiques de reprise d'entreprise, à ce que ce type d'information soit le plus circonscrite possible, si effectivement il y a une anticipation de plans de licenciement ou de procédures collectives. Donc évidemment, je pense qu'il y a vraiment ces trois facteurs-là à prendre en tête qui font qu'on n'aura pas une homogénéité sur le territoire et qu'elle sera variable dans le temps et dans l'espace, mais on pourra tout à fait vous donner des exemples de coopération. Et puis je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a une coopération avec France Travail dans le cadre du processus d'homologation, validation du PSE. Et puis, vous le savez, la loi pour le plein emploi a prévu la mise en place d'une nouvelle gouvernance du réseau pour l'emploi qui est en train de s'installer avec des comités locaux pour l'emploi à la maille des bassins d'emploi, des comités de département pour l'emploi et des comités régionaux, chacun ayant, on pourra le détailler, des focales un peu particulières. Mais donc, notamment, ces gouvernances qui réunissent l'ensemble des acteurs du réseau pour l'emploi peuvent être aussi, je pense, des endroits intéressants où aborder des enjeux justement de mutation économique. Quand on est évidemment dans un bassin d'emploi, on a la fermeture d'un site qui souvent emploie une grande partie, ou en tout cas une part non négligeable des habitants du bassin. Évidemment, ce sera aussi dans cette gouvernance-là que l'articulation, la coordination des acteurs aura vocation à être traitée. Donc, pour nous, il y a deux enjeux, je pense. Et peut-être un enjeu très opérationnel et que j'ai vécu moi, en tant que directeur départemental de la Somme il y a quelques années. Le sujet en lien avec vos dernières questions est fondamentalement comment trouver le bon équilibre dans la coopération entre les obligations de l'employeur et l'action des pouvoirs publics et donc la dépense publique. C'est justement toute la finesse en fait de ce type de collaboration. Non seulement éviter qu'un employeur
vienne limiter finalement les données de son PSE, ou en se disant mais je vais plutôt valoriser des dispositifs publics, notamment l'accompagnement délivré par France Travail, ou voire même lorsqu'il n'en a pas l'intention, que les salariés comprennent bien cette collaboration et eux-mêmes n'en aient pas cette image-là. J'ai des exemples en tête où le sujet du moment où France Travail intervient et est visible pour les salariés est extrêmement sensible. Notamment dans le calendrier d'énergie, avec le dialogue social au sein de l'entreprise. À partir du moment où les salariés voient arriver, je parle un peu, je vulgarise un peu, mais voient arriver un salarié de France Travail, ça leur envoie un signal, voilà, qui peut être mal vécu, qui n'est pas toujours positif, évidemment, vous l'imaginez bien. Donc il y a ce sujet de la temporalité, y compris en complémentarité des actions des collectivités. Dans certains PSE que j'ai pu connaître, il y a aussi une intervention du niveau du conseil régional. Donc trouver le juste milieu pour éviter finalement d'interférer des fois contre notre gré, soit dans le dialogue social, soit même dans les intentions de l'employeur quant aux dispositions qu'il va prendre. C'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver et qui peut être un point important de votre enquête, il me semble. Je vous remercie pour l'ensemble de vos interventions. Vous avez dit que la plupart, ou du moins qu'une partie importante des PSE se font en Île-de-France. Et sauf erreur de ma part, c'est en Île-de-France parce que c'est là où il y a le siège social, puisque les PSE se trouvent aux sièges sociaux des différentes structures. Force est de constater que par contre les salariés ne sont pas toujours salariés au niveau du siège social. Et est-ce que vous avez justement ce ratio parce qu'à mon avis, il y a peut-être plus de personnes qui sont sur nos territoires hors Île-de-France ou touchées par un PSE par rapport au nombre de PSE qui sont en Île-de-France. Et donc ma première question, c'est est-ce qu'on aurait des indicateurs justement sur le nombre de salariés au prorata du nombre de PSE sur l'Île-de-France, premièrement. Et deuxièmement, ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, il serait peut-être judicieux de mettre en œuvre les PSE sur les zones géographiques où il y a le plus de personnes qui sont concernées ? Je vais prendre un exemple aléatoire. Le PSE pour l'entreprise Michelin se fait à Clermont-Ferrand, alors que les salariés sont touchés sur Cholet et Vannes. Je pense qu'il y a plusieurs angles dans votre question. Il y a des sujets qui dépassent on va dire, la compétence de France Travail en tant qu'auto-opérateur sur les règles du Code du travail, sur la manière dont se déroule, parce que le PSE, c'est aussi sa négociation, quelle est la directe compétente pour homologuer ou valider le PSE. Donc ça, c'est évidemment des dispositions du Code du travail qui dépassent la compétence de France Travail en tant qu'opérateur. Pour nous, l'enjeu clé, et ça se fait, c'est le dispositif qu'on appelle donc PGL, prestation grand licenciement, qui est de se dire, quand on a un licenciement qui va effectivement, certes toucher le siège, bien sûr, mais des sites répartis partout en France, comment on s'assure que partout sur le territoire, on ait le bon accompagnement et on ait un accompagnement qui soit uniformisé. Donc ça, c'est un dispositif qui est décidé par l'État, mais mis en œuvre par France Travail dans le cadre de l'accompagnement qui est mis en place soit dans la CASP, soit dans le CSP. Mais c'est un dispositif qui existe aujourd'hui. Ensuite, le fait de se dire, est-ce que le PSE doit être défini, décidé au sein de chaque site, au sens Code du travail, chaque établissement, ça, je pense que c'est à mon sens, plutôt au service de l'État, au regard de leur expérience dans la négociation des PSE, puisque là, c'est vraiment la question de où négocier le PSE et quel est le rôle de chaque du comité central versus des comités d'établissement, de le demander. Je ne sais pas si Jean-Pierre, tu voulais compléter sur ton expérience. Je me permets rapidement, c'est pas chaque, parce que sinon on va avoir une multiplicité, je ne suis pas forcément favorable, mais peut-être du plus important en termes de nombre de salariés. J'allais plutôt témoigner, pourquoi pas. Après, je suis plutôt moi sur la déclinaison opérationnelle des mesures d'accompagnement, et je témoigne. Alors, j'ai pas en tête les règles de droit qui l'empêcheraient, mais je témoigne de situations avec des sites répartis où la cellule de reclassement intervenait. Enfin, il y a des antennes réparties sur multi-sites. Pour être au plus proche, en effet, c'est un sujet que j'ai souvent observé de préoccupation, d'être au plus proche des salariés, de lieux d'implantation
Donc pour moi, opérationnellement, rien ne l'empêche en termes de déclinaison des mesures, par exemple l'installation d'une cellule de reclassement, la proximité des accompagnateurs. Alors quand là on est dans l'hypothèse du congé de reclassement où c'est l'entreprise qui a la main sur le sujet. Dans le cas où il s'agit des dispositifs qu'on vous a décrits de France Travail, on a un réseau suffisamment étendu pour être à proximité de l'ensemble des salariés. C'est-à-dire qu'on ne concentre pas nos forces d'accompagnement au siège social de l'entreprise. Pour éclairer au cas où, dans le cas extrême qu'on vous a exposé, on a plusieurs centaines de conseillers France entière qui ont été répartis. Donc la plupart, l'immense majorité des salariés millions ont été reçus dans leur site, leur agence de proximité par rapport à leur lieu d'habitation. Et donc on peut aller jusqu'à ce niveau extrême. Donc je pense que c'est vraiment sur la déclinaison, moi j'aurais plus un avis opérationnel. Il est vrai que faire se déplacer un salarié pour accéder à sa cellule de reclassement et lui faire faire plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres parce qu'on se serait au sein du siège, ça semble pas très opérant, pour le moins. Ouais. Mais j'ai observé l'inverse, donc je pense qu'il n'y a rien qui l'empêche. Voilà. Oui, on peut bien distinguer le niveau de négociation du PSE et puis sa mise en, et la mise en œuvre opérationnelle des mesures d'accompagnement. Merci beaucoup. Je regarde dans la salle si Monsieur Bouillard a éventuellement des questions. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, particulièrement intéressante discussion. J'aimerais avoir une question sur la question déjà premièrement de la grève qui est actuellement en cours à France Travail. On ne peut pas ne pas en parler au cours de cette audition, où il y a eu un grand nombre de personnes qui ont été inscrites à France Travail, ce qui entraîne une surcharge de travail, et c'est assez contre-intuitif parce que régulièrement, le patronat avance des problèmes de recrutement. C'est sur la base de ces problèmes de recrutement qu'ont été permis des plans de licenciement massifs sans aucune justification économique, qu'ont été réduits les droits de l'assurance chômage, détricoté le droit du travail. Et donc j'aimerais comprendre la conjoncture économique dans laquelle nous nous avançons. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il y a 5,7 millions de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail pour 480 000 emplois disponibles, comme l'a avancé la DARES devant notre commission d'enquête lors de la dernière audition? Alors, il y a effectivement plusieurs points que vous évoquez. Bien sûr, la réforme initiée par la mise en œuvre de la loi pour plein emploi et la réforme France Travail confie à l'opérateur de nouvelles missions qui sont non négligeables, à la fois dans l'accompagnement des publics et dans l'accompagnement des entreprises, notamment pour aller finalement accompagner toutes les entreprises qui ont besoin de recruter en cible, et puis plus l'ensemble des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Mais il faut avoir en tête que, d'une part, cette réforme, elle va se faire progressivement. C'est le premier point. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait, effectivement, vous l'avez dit, depuis le 1er juillet 2025, un élargissement de l'inscription des publics. Inscription, donc notamment de tous les personnes qui sollicitent le RSA et de l'ensemble des jeunes en recherche d'emploi, ce qui, voilà, je le disais en introduction, effectivement a entraîné à peu près l'inscription d'1 million de personnes à France Travail, inscription ou réinscription. Il faut avoir en tête qu'un certain nombre de publics étaient des gens qui avaient pu être déjà inscrits par le passé. Alors évidemment, c'est un enjeu fort, nécessité beaucoup de travaux, notamment avec nos partenaires de la CNAF, notamment pour mettre en place des flux de données informatiques. Voilà, donc ça c'est un enjeu fort, mais pour autant en termes de charge, donc derrière sur les enjeux de charge de travail, ça a nécessité, il faut souligner que notre effort est aujourd'hui concentré sur ce qu'on appelle les nouveaux demandeurs d'emploi, les personnes qui sollicitent pour la première fois le bénéfice du RSA ou les jeunes qui sollicitent pour la première fois une inscription. Donc on est à peu près autour de, on va dire, de 200 000 personnes qui ont fait l'objet d'un entretien dans ce cadre-là et de la signature d'un contrat d'engagement. Et donc on n'est pas sur, et la loi nous laisse justement jusqu'à 2027 pour le faire, sur ce qu'on a appelé le fait de recevoir et de redynamiser l'accompagnement de l'ensemble des personnes qui ont été inscrites. Donc il faut bien distinguer quand même l'inscription et l'accompagnement. Ça, je pense que c'est un premier point. Et
bien souligné que la charge issue de la réforme est progressive. De la même façon, sur l'accompagnement des entreprises, le directeur général a eu l'occasion de présenter les objectifs de France Travail. Là aussi, c'est une montée en charge progressive de nos ambitions, que ce soit dans la capacité à aller mener des prospections pour aller au contact de plus d'entreprises, ou que ce soit dans notre capacité à renforcer les services qu'on peut leur proposer. Et je pense que ce qui est important enfin de souligner, c'est le fait que pour ce faire, voilà, je n'ai pas de commentaire à faire sur les moyens qui ont été octroyés à l'opérateur, que ce soit par l'UNEDIC ou par l'État dans le cadre de la loi de finances 2025. Mais l'opérateur, c'est donc globalement une relative stabilité des moyens. Mais pour faire face à ces missions, souligner que l'opérateur a mis en place un plan d'efficience qui vise avant tout donc à automatiser les activités qui peuvent le faire, et notamment celles qui présentent le moins de valeur ajoutée, et à pouvoir simplifier notre organisation et nos procédures de manière à avoir la capacité progressivement sur les 3 prochaines années de pouvoir redéployer auprès de nos usagers, demandeurs d'emploi et entreprises des ressources. Donc il y a quand même derrière une stratégie de l'opérateur, un dialogue social bien sûr qui est continu avec les organisations syndicales. Alors effectivement, vous l'avez dit, aujourd'hui une journée un peu particulière, donc voilà, cette stratégie pour finalement concilier le fait d'avoir effectivement un contexte dont on a tous connaissance, hein, évidemment budgétaire contraint, et des missions qui effectivement vont en s'accroissant. Ça, je pense que c'était le premier point. Oui, pardon, allez-y, monsieur le député. Oui, pardon. La deuxième partie, c'est est-ce que vous pouvez nous confirmer, parce que la DARES nous avait donné des chiffres de 480 000 emplois disponibles actuellement, mais vous avez actuellement 5,7 millions de personnes qui sont demandeuses d'emploi, de ce que j'ai pu voir. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on a aujourd'hui 5,7 millions de personnes demandeuses d'emploi pour seulement 480 000 emplois disponibles, comme nous l'a dit la DARES ? Alors, je pense que là-dessus, il faut faire attention à ce qu'on compare. Effectivement, on met souvent en avant ce chiffre de 5,7 millions de demandeurs d'emploi, mais parmi l'ensemble de ces demandeurs d'emploi, vous avez des gens qui vont alterner, qui vont, pour certains, déjà avoir une activité, d'autres qui vont alterner une période d'activité, des périodes d'inemploi, et un certain nombre de personnes qui ne sont pas forcément sur... enfin, qui ont des freins périphériques à lever, et qui ne sont pas directement en recherche d'emploi. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément avoir une lecture trop rapide des chiffres sur l'ensemble des inscrits à France Travail. Et de l'autre côté, vous mettez en avant effectivement ce volume d'offres d'emploi. Ensuite, on peut mettre en avant que nous, sur le site de France Travail, on est plutôt autour du million d'offres d'emploi. Donc là aussi, vous avez entre ces différentes manières de confronter les chiffres. Puis enfin, le fait, c'est que c'est quelque chose de dynamique. Le volume d'offres d'emploi évolue en permanence. Certaines sont satisfaites, d'autres arrivent. Et donc, c'est quelque chose d'assez dynamique. C'est-à-dire que finalement, même si les chiffres, le nombre d'inscrits a augmenté récemment, on aurait pu avoir le même débat il y a quelques mois. Et ce qu'il faut dire, c'est quand même on a à peu près 4 millions de personnes, 4 millions de demandeurs d'emploi qui retrouvent un emploi chaque année. Donc voilà, je pense que la lecture et la confrontation de ces deux chiffres est peut-être voilà, un peu trop simplificatrice et mériterait, mais on pourra le rajouter au questionnaire, une lecture un peu plus approfondie. Merci mesdames, merci madame, merci messieurs. Nous arrivons à la fin du créneau qui nous était pour lequel nous avions convié. N'hésitez pas, en complément des réponses écrites que vous pouvez nous faire suivre, d'apporter tous les éléments qui vous sembleraient être judicieux à nous transmettre dans le cadre de nos travaux. Il se pourrait également qu'en partant, vous pourriez vous dire « Ah mince, j'ai oublié de transmettre cette information ô combien existentielle et je le regrette de ne pas l'avoir dit de manière orale. » Donc n'hésitez pas également de joindre les idées qui vous viennent à l'esprit dans les prochaines heures et les prochains jours au retour par écrit que vous pourrez nous faire. Je vous remercie. La séance est levée.